Dans les collines isolées de l'Argohaute, là où le cœur de la Bretagne bat au rythme des saisons anciennes, vivait un homme nommé Loïc Morvan. Loïc N était pas un homme ordinaire. Il était un fils de la terre, ses mains aussi calleuses que l'aile, écorce des vieux chênes, et son regard aussi profond que le sol fertile qui labourait. Sa vie était un cycle immuable, dicté par le lever du soleil et le chant du coq. Une routine de labeur acharné, qui lui avait valu le respect de ses voisins. Ses journées commençaient avant l'aube, dans la fraîcheur humide des matins bretons, et ne se terminaient que lorsque la dernière lueur du jour évanouissait derrière les crêtes boisées. Il connaissait chaque pierre de son domaine, chaque murmure du vent dans ses champs. Cette année-là, la terre avait été d'une générosité sans précédent. Les champs de blé de Loïc ondulaient sous la brise, comme une mer d'or liquide, les épis si lourds et si denses qu'ils semblaient s'incliner en une révérence silencieuse. Le soleil d'été avait mûri chaque grain à la perfection, promettant une récolte qui remplirait non seulement sa grange, mais aussi celle de tout le village. Les autres paysans admiraient son travail, attribuant son succès à une bénédiction, à une entente secrète avec la nature. Loïc, lui, y voyait surtout le fruit de sa sueur et de sa persévérance, une récompense qu'il estimait avoir durement gagnée, et qui, pensait-il, lui revenait de droit, plus que à quiconque. Pourtant, au fond de son âme, une faim insatiable commençait à le ronger. Chaque gerbe de blé qu'il empilait, chaque sac de grains qu'il stockait ne faisait qu'attiser un désir plus grand. La vue de sa grange, presque pleine à craquer, ne lui apportait pas la paix, mais une anxiété sourde, la peur de ne pas en avoir assez. Il regardait les champs de ses voisins, moins prospères, non pas avec pitié, mais avec une pointe de mépris et une certitude croissante, que la terre récompensait l'audace, pas la patience. Cette cupidité était une mauvaise herbe, qui poussait dans l'ombre de son succès, ses racines s'enfonçant profondément dans son cœur, empoisonnant sa satisfaction. Alors que le village se préparait à célébrer la fête de la Saint-Jean, une ambiance de joie et de repos s'installait. Était une nuit sacrée, un temps hors du temps où le voile entre les mondes était dit être plus fin. Selon une tradition aussi vieille que les menhirs qui parsemaient la campagne, aucun travail ne devait être fait. Les outils devaient se reposer, les faux devaient rester accrochés au mur. Était une règle absolue, une marque de respect envers la terre qui avait tant donné, une pause pour remercier les esprits et les forces anciennes avant de reprendre la dernière phase de la moisson. Les feux de joie seraient bientôt allumés, et les villageois partageraient contes et chansons jusqu'à l'aube. Mais pour Loïc, ces traditions étaient que des superstitions pour les esprits faibles, des excuses pour l'oisiveté. Tandis que les autres préparaient les festivités, il observait son champ le plus éloigné, celui qui bordait la lisière de la vieille forêt de Brocéliande, et il ne voyait que du profit qui attendait d'être récolté. La terre donne à celui qui prend, pas à celui qui attend, se murmura-t-il, la mâchoire serrée par la détermination. Il ne pouvait supporter l'idée de laisser ce blé magnifique sous la lune, exposé aux caprices du temps, ou au vol des oiseaux. Une nuit de travail supplémentaire, pensait-il, ferait de lui non seulement l'homme le plus riche du village, mais une légende. Au crépuscule, alors que les premières notes d'un violoncelle élevaient du village en fête, Loïc tourna le dos à la chaleur du foyer. Il ignora le regard inquiet de sa femme, un reproche silencieux qui ne fit qu'endurcir sa résolution. Il prit sa meilleure faux, dont la lame brillait d'un éclat sinistre sous la lumière mourante du jour, et se dirigea vers le champ interdit. Le chemin était désert, et l'air semblait se refroidir à son passage. Chaque parale éloignait un peu plus de la communauté des hommes, et le rapprochait d'une solitude ancienne, celle des bois et des ombres qui y habitaient depuis la nuit des temps. Il sentait sur lui le poids du silence. Une fois dans le champ, une étrange quiétude l'enveloppa. Les sons familiers de la nuit, le chant des grillons, le ululement lointain d'une chouette toussane étaient tus. Seul le bruissement de ses propres pas dans les herbes hautes rompait ce silence oppressant. Il leva sa faux, prêt à porter le premier coup, quand un son à peine perceptible lui parvint. Ce était pas le vent, ni un animal. Était un sifflement bas et mélancolique, une note unique qui semblait venir de la terre elle-même, une plainte qui vibrait dans l'air immobile. Loïc s'arrêta, scrutant l'obscurité, mais ne vit rien. Il secoua la tête, l'attribuant à la fatigue, et abattit sa lame sur les épis dorés. Il ne savait pas encore que ce son était une première mise en garde. La nuit suivante, le sommeil refusa de venir à Loïc. Chaque craquement du vieux bois de la ferme, chaque soupir du vent dans la cheminée, était une source de terreur renouvelée. Il tenta de se convaincre que la fatigue et la lueur de la lune lui avaient joué un tour, que le champ mauditain était qu'une hallucination née de son labeur excessif.
Mais alors qu'il se tournait et se retournait dans son lit, le sifflement revint. Ce « N » était plus une plainte lointaine portée par la brise. C était un son clair, perçant et intime, qui semblait émaner non pas de l'extérieur, mais du grenier juste au-dessus de sa tête. Un frisson glacial parcourut son échine. Le vent ne pouvait pas siffler ainsi à travers des planches scellées. C était un murmure qui semblait naître des murs mêmes de sa maison. Au fil des jours, la présence devint plus audacieuse. Ce N était plus seulement des sons, mais aussi des ombres fugaces dans le coin de son œil. Une silhouette sombre qui passait devant une fenêtre, une forme indistincte qui se tenait au bout du couloir, et qui évanouissait dès qu'il la fixait. Sa femme, Anne, ne remarquait rien, attribuant son humeur sombre et ses sursauts à ciel, épuisement de la moisson. Son inquiétude se mua en irritation, créant un fossé entre eux. Loïc était seul avec sa peur, une peur qui se muait en paranoïa. Il se sentait constamment observé, épié par une intelligence malveillante, qui jouait avec ses nerfs. Il comprit avec une certitude glaciale qu'il était plus seul dans sa propre demeure. L'oppression devint presque physique. Des courants d'air glaciaux le traversaient dans des pièces closes et chauffées, lui laissant la chair de poule. Une odeur tenace de terre humide et de paille coupée imprégnait la maison, une senteur qui rappelait sinistrement celle du champ profané. Une nuit il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, pour trouver la porte de sa chambre grande ouverte, alors qu'il était certain de l'avoir verrouillée. Sur le seuil, posée à la verticale, se tenait sa faux, la lame polie, reflétant la lumière blafarde de la lune comme un œil malveillant. Il n'y avait plus de place pour le doute, ou la rationalisation. Était un message, un avertissement silencieux lui indiquant que la prochaine récolte serait la sienne. Le sommeil devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, où il courait sans fin, dans des champs de blé sans ombre, poursuivi par le bruit sec, et rythmé d'une lame s'abattant sur des tiges invisibles. Le sifflement était maintenant un compagnon constant, une mélodie funèbre, qui résonnait dans ses oreilles, même en plein jour, l'isolant du monde des vivants. Il se barricadait chaque soir, poussant de lourds meubles contre les portes, mais, était un rituel futile. La peur était transformée en une certitude terrifiante. Les serrures et le bois ne pouvaient rien contre une menace qui ne venait pas de l'extérieur, car la chose qui le traquait était déjà à l'intérieur. À bout de force, l'esprit brisé par des nuits de terreur incessantes, Loïc sut qu'il ne pouvait plus affronter cette chose seul. Son orgueil, autrefois aussi solide que le granit breton, était érodé pour ne laisser place à une peur primitive et animale. Il n'y avait qu'une seule personne dans tout le village qui pouvait comprendre. Une âme qui vivait encore au rythme des anciennes vérités, avant que les églises ne tentent de les effacer. Mémé Yvonne. Au milieu de la nuit, il quitta sa ferme assiégée, courant à travers les champs endormis sous une lune indifférente. Chaque ombre semblait étirée vers lui, chaque bruissement de feuilles était le prélude à une attaque. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre la petite chaumière au toit de chaume, isolée, à la lisière du village, un dernier bastion d'un monde oublié. Il frappa à la porte, ses coups frénétiques et désespérés. La porte s'ouvrit sans un grincement, révélant la silhouette frêle de la vieille femme, éclairée par une unique bougie. Elle le regardait de ses yeux pâles, sans la moindre surprise, comme si sa visite nocturne était une chose attendue, une fatalité inscrite dans le cours du temps. Loïc, le paysan robuste dont la voix pouvait commander les bœufs et les hommes, s'effondra sur le seuil. Les mots sortirent de sa bouche en un flot incohérent, un torrent de peur décrivant la nuit de la Saint-Jean, le sifflement surnaturel, les ombres dans sa maison, et la faux, sentinelle macabre devant sa chambre. Il parla de la sensation être observé, de ce froid qui n'appartenait pas à l'hiver, mais à la tombe. Mémé Yvonne Lel écouta en silence, son visage un masque de concentration grave. Elle ne manifesta aucune incrédulité, aucun doute. Lorsque Loïc eut fini, le souffle court et les yeux hagards, elle hocha lentement la tête. Sa voix, lorsqu'elle parla, était fragile comme du bois sec, mais chaque mot était chargé du poids de siècles de savoir. « Imbécile » murmura-t-elle, non pas avec colère, mais avec une profonde et terrible tristesse. « Tu as brisé le pacte, tu as moissonné lorsque la terre exigeait le repos. Tu n'as pas attiré un esprit errant, mon garçon, tu as réveillé une gardienne, tu as appelé sur toi l'ombre faucheuse. » Le nom, une fois prononcé, sembla s'accrocher à l'air de la pièce, lourd et froid,
et Loïc sentit le dernier reste de chaleur quitter son corps. La vieille femme se pencha en avant, sa main ridée se posant sur le bras tremblant de Loïc. L'ombre faucheuse n'est pas un démon, elle ne connaît ni le bien ni le mal. Elle est l'équilibre. Elle est la dette que la terre réclame lorsque l'avidité de l'homme devient trop grande. Elle punit celui qui prend sans remercier, qui travaille sans respecter. Elle ne vole pas la vie directement, non. C'est plus subtil, plus cruel. D'abord elle prend l'ombre, l'essence, de ce qui a été volé. Le blé que tu as coupé cette nuit-là n'a plus d'âme. C'est pour cela qu'il ne projette aucune ombre. Elle marqua une pause, laissant la terrible vérité s'installer dans l'esprit de Loïc. Son regard se fit plus intense, perçant le voile de panique qui enveloppait Loïc. Et après avoir pris l'ombre de la récolte, elle vient pour l'ombre du moissonneur. Elle te videra de ton essence, Loïc. Tu marcheras, tu respireras, mais tu ne seras plus qu'une coquille vide, une silhouette sans poids dans le monde, jusqu'à ce que le vent finisse par t'emporter comme de la poussière. Le désespoir pur se peignit sur le visage du paysan. Il était condamné. Mais Mémé Yvonne n'avait pas terminé. Il n'existe qu'un seul moyen de la détourner. Un seul rituel pour apaiser la terre que tu as offensée. Ce ne sera pas facile, et cela te marquera à jamais. Écoute-moi bien, car ta seule chance de voir un autre lever de soleil dépend de ta capacité à suivre mes paroles à la lettre. De retour dans sa ferme, Loïc ne trouva ni répit ni refuge. L'air était lourd, stagnant, vibrant d'une énergie hostile qui semblait s'infiltrer par les fissures des murs en pierre. Le murmure haine était plus une suggestion lointaine, mais un bruissement sec et constant qui semblait émaner de l'intérieur même des murs, comme si la paille de l'isolant avait pris vie. Chaque pas sur le plancher de bois grinçant était une annonce de sa présence, un défi lancé à l'obscurité qui l'attendait. Il se précipita vers le garde-manger, les mains tremblantes, renversant un pot de farine dans sa hâte. Il attrapa le sac de gros sel, son unique bouclier contre une menace que son esprit de paysan pragmatique peinait encore à accepter pleinement. Avec une main tremblante, il commença le premier acte du rituel. Il traça une ligne épaisse de sel blanc sur le seuil de la porte d'entrée, un rempart fragile contre l'invisible. Au moment où le dernier grain tomba, un sifflement glacial parcourut la pièce, et la flamme de sa bougie vacilla violemment, menaçant de le plonger dans une obscurité totale. De l'autre côté de la porte, le bruissement s'intensifia, se muant en un chuchotement articulé, une voix qui, était ni masculine ni féminine, mais ancienne comme la terre elle-même. Elle l'appelait par son nom, Loïc, lui promettant des récoltes éternelles, des champs où l'or pousserait sans effort, si seulement il ouvrait la porte, et acceptait son don. Ignorant la tentation perfide, Loïc recula dans la pièce principale. Il arracha sa chemise de lin, trempée d'une sueur froide, et la retourna, luttant pour passer ses bras dans les manches inversées. Le tissu rugueux et familier semblait étranger contre sa peau, une armure inconfortable contre un ennemi immatériel. C'est alors qu'un grattement commença sur la vitre de l'unique fenêtre de la pièce. Ce était pas le son d'une branche d'arbre, mais un raclement sec et rythmé, comme celui d'un ongle ou d'une lame effilée traçant des motifs invisibles sur le verre. Une silhouette se dessina à l'extérieur, une forme plus sombre que la nuit, une absence de lumière qui absorbait même le faible éclat de la lune. Le son changea, devenant plus personnel, plus cruel. La voix de sa femme, Anne, Save, éleva de l'extérieur, claire et empreinte d'une panique déchirante. « Loïc, ouvre, aide-moi !» criait-elle, ses appels ponctués de sanglots qui semblaient si réels qu'ils lui transpercèrent le cœur. Il se figea, le doute s'insinuant dans son esprit comme un poison. Était-ce un piège, ou avait-il, dans sa fuite égoïste, abandonné sa femme à la créature? La voix suppliait, se brisait, décrivant une ombre qui la poursuivait dans le jardin. Était un test de sa résolution, une attaque non pas contre son corps, mais contre son âme, contre l'amour qu'il portait à sa femme. Serrant les dents jusqu'à s'en faire mal, Loïc se rappela l'avertissement de Mémé Yvonne. Il ne devait ouvrir sous aucun prétexte. L'ombre faucheuse était une menteuse, une tisseuse d'illusions. Il ferma les yeux, s'efforçant de bloquer les supplications de la fausse Anne. Il était temps pour le dernier acte, le plus intime, le tribut du sang. La température dans la pièce chuta brutalement, le gel se formant sur la vitre, malgré la douceur de la nuit d'été. Il sentit un souffle glacial sur sa nuque, bien qu'il soit seul dans la pièce scellée. L'entité était proche, si proche qu'il pouvait sentir son impatience, sa fin d'essence vitale. Le moment était venu.
Il porta sa main gauche à sa bouche, et mordit son auriculaire de toutes ses forces. Une douleur fulgurante et pure le traversa, le ramenant brutalement à la réalité tangible de sa propre chair. Le goût métallique du sang emplit sa bouche. Une seule goutte, sombre et épaisse, perla sur sa peau avant de tomber sur les dalles de pierre froide, juste à l'intérieur du cercle protecteur qu'il avait instinctivement formé autour de lui. Au moment où le sang toucha le sol, un hurlement inhumain déchira le silence. Un son de fureur et de déception qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui résonna directement dans son crâne, faisant vibrer chacun de ses os. La ferme entière se mit à trembler comme si elle était secouée par un tremblement de terre localisé. La vaisselle s'entrechoqua dans le buffet, un vieux cadre tomba du mur dans un fracas de verre brisé. Le grattement à la fenêtre devint un martèlement frénétique, et la silhouette sombre se pressa contre la vitre, se déformant en une vision cauchemardesque d'un visage émacié aux orbites vides. Les murmures se transformèrent en une cacophonie de menaces, des promesses de sécheresse, de maladie pour son bétail, de solitude et de folie. Était l'assaut final, une tempête de terreur psychologique conçue pour briser l'esprit de l'homme qui osait lui résister. Pourtant, Loïc ne bougea pas. Ancré par la douleur lancinante dans son doigt, et le souvenir du visage grave de la vieille femme, il resta immobile, les yeux fermés, récitant en silence non pas une prière à un dieu lointain, mais une supplique humble à la terre qu'il avait offensée. Il demanda pardon pour son avidité, pour son irrespect, pour avoir brisé l'équilibre sacré. Il était qu'un homme, une créature éphémère face à des forces éternelles. Il offrait sa peur, sa douleur et son sang non pas comme un défi, mais comme une restitution, un paiement pour sa dette. Le vacarme continua. Mais il sentit un changement subtil, comme si la fureur de la tempête commençait à perdre de sa conviction. Aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête psychique cessa. Le silence qui s'abattit sur la ferme fut plus profond, plus lourd que n'importe quel bruit. Ce n'était pas la paix, mais le vide laissé par une fureur retirée. Loïc, recroquevillé sur le sol en pierre, n'osa pas bouger, chaque muscle de son corps tendu dans l'attente du prochain assaut. Mais rien ne vint. Lentement, le froid mordant qui avait gelé la pièce se dissipa, remplacé par la fraîcheur ordinaire d'une aube de été. Un unique rayon de soleil, timide et doré, perça à travers la vitre souillée, illuminant les particules de poussière dans l'air. Il était seul. Le coq chanta de nouveau, un son banal et merveilleux qui confirmait que la nuit et ses horreurs étaient bel et bien terminées. Il se releva avec la lenteur d'un vieillard, ses articulations craquant en signe de protestation. Le monde extérieur reprenait ses droits, les couleurs revenant à la vie sous la lumière naissante du jour. Il s'approcha de la fenêtre, ses jambes flageolantes, et posa une main tremblante sur le verre froid. Le paysage était le même. Ses champs, les bois lointains, le ciel qui éclaircissait. Une scène d'une normalité presque douloureuse. C'est alors qu'il aperçut son propre reflet dans la vitre. Il ne reconnut pas l'homme qui le fixait. Le visage était le sien, mais les cheveux, autrefois noirs comme le jet, étaient devenus d'un blanc spectral, de la couleur de la cendre. Ce n'était pas la décoloration de l'âge, mais la marque d'une terreur si profonde qu'elle avait brûlé la couleur même de sa vie. La cicatrice n'était pas que sur sa tête. Un poids était installé dans son âme, une lassitude que des années de repos ne pourraient effacer. L'ambition brûlante, l'avidité qui l'avait poussé dans le champ maudit, tout cela avait été purgé, laissant un vide glacial. Quand sa femme le trouva enfin, immobile au milieu de la pièce, elle poussa un cri étouffé, non pas de peur, mais de choc et de pitié. L'homme robuste et fier qu'elle avait épousé avait disparu, remplacé par cet étranger aux cheveux de fantôme, et au regard perdu dans des souvenirs qu'elle ne pourrait jamais partager. Il avait survécu, oui, mais une partie essentielle de Loïc Morvan était restée dans la nuit, offerte en tribut à l'ombre faucheuse. L'histoire de Loïc Morvan, avec ses cheveux blanchis par la peur et son chant stérile, n'est pas un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est un avertissement, une cicatrice laissée sur la mémoire de la terre bretonne, un écho qui résonne encore dans le murmure du vent à travers les épis. Écoutez attentivement, car les lois qui régissent les champs et les forêts sont plus anciennes que nos églises, et leur justice est aussi certaine que le lever du soleil. La terre est une mère généreuse. Mais elle est aussi une juge sévère, pour ceux dont le cœur est rongé par la cupidité. Loïc a appris à ses dépens que prendre plus que sa part, que défier le repos sacré, n'est pas un signe de force, mais l'acte d'un insensé qui invite le malheur à sa table. L'ombre faucheuse n'est pas un démon assoiffé de sang. Elle est l'équilibre. Elle est la dette que le sol réclame lorsque l'avarice d'un seul homme menace de tout corrompre.
elle ne vient pas pour punir le mal, mais pour corriger l'irrespect. Elle est attirée par le son d'une faux, qui chante dans le silence d'une nuit sacrée, par l'odeur d'un grain récolté par orgueil, plutôt que par besoin. Sa punition est plus cruelle que la mort. D'abord, elle prend l'ombre, l'essence vitale de la chose volée. Le blé de Loïc, sans ombre sous la lune, N, était déjà plus une nourriture, mais une coquille vide, le premier signe que la dette était due, et que le collecteur était en route. Retenez bien ces mots, car votre vie pourrait un jour en dépendre. Si par malheur vous offensez la terre, si vous sentez ce froid qui n'est pas de l'hiver, et entendez ce murmure qui n'est pas du vent, il existe une voie de pénitence. Le sel n'est pas une barrière magique, mais un symbole de pureté, une offrande. Le vêtement retourné n'est pas un déguisement, mais un acte d'humilité qui reconnaît que votre monde a été mis à l'envers par votre propre faute. Et le sang, une seule goutte de votre doigt n'est pas un sacrifice de défi, mais le paiement de la dette, un tribut personnel qui implore le pardon. C'est le seul langage que ces anciennes forces comprennent et respectent. Alors soyez vigilants, observez le monde qui vous entoure. Si jamais, au crépuscule ou sous la pleine lune, votre regard se pose sur un champ, une fleur ou un fruit dépourvu de son ombre projeté sur le sol, ne le touchez sous aucun prétexte. C'est un piège pour l'âme. Reculez sans un mot, retournez votre veste ou votre chemise, et ne regardez pas en arrière avant d'avoir atteint la sécurité d'un foyer éclairé. Car ce qui a perdu son essence cherche désespérément à la remplacer, et l'ombre faucheuse n'est jamais loin de sa récolte maudite. Elle attend, la lame prête, celui qui sera assez curieux ou assez avide pour s'approcher.